C'est l'heure de Ils ont dit sur Chika TV. Nous nous retrouvons autour des déclarations des dirigeants et autres personnalités. Bonjour à tous. Jacques Boko, bonjour. Bonjour, monsieur Kassa. Bonjour à vous, Adrien Moussou. Bonjour Jérôme, bonjour amis téléspectateurs, bonjour l'Afrique. C'est la Fondation Mo Ibrahim qui nous donne le tout premier extrait de ce numéro. Au cours des dernières années, nous avons constaté une détérioration des droits des citoyens. Certains dirigeants utilisent aussi les mesures de restriction liées à la crise sanitaire pour faire passer des lois plus répressives. Adrien. Oui, c'est un constat des plus pertinents que fait cette fondation. C'est là justement que, avant même que ne survienne la pandémie du Covid-19, nonobstant les dispositions légales qui permettaient aux citoyens d'aller et de venir, de s'exprimer librement. Il y avait déjà des entorses à cette disposition-là. Et voilà, la Covid-19 survient, mais c'est tout trouvé. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, des militants d'autres bords politiques doivent manifester, tout de suite, on a tout fait de rejeter leur demande d'autorisation, prétestant justement qu'à cause de la pandémie du Covid-19... Regroupement massif interdit. Interdit, voilà. Mais quand des militants de l'autre bord, ou bien les chefs eux-mêmes, les dirigeants, ceux qui détiennent le pouvoir, eux-mêmes, ils ont des choses à faire. Oh là là, pandémie du Covid-19, on l'oublie. Donc, vous comprenez bien que la parade est toute trouvée pour justifier face aux défenseurs des droits de l'homme et à ceux-là qui veulent bien crier sur tous les toits qu'on méprise telle politique, qu'on viole telle disposition, auxquelles on en soit même souscrit. On a tout fait de leur rétorquer, mais la crise est là. Hein? La crise est là. Voulez-vous que nous croyions les bras contre la pandémie? Laissez mourir les citoyens. Les citoyens, voilà. On a tout fait de trouver tous les arguments nécessaires pour aller contre ceux-là. La Fondation a-t-elle vu juste, Jacques? Effectivement, et c'est bien sûr dans la droite ligne de constat fait par beaucoup d'observateurs, beaucoup de citoyens. Sinon qu'avant même la Fondation, courant, je pense, février ou mars, le secrétaire général de l'ONU même avait déjà fait ce constat. Nous en avons débattu ici même. Je cite exactement M. Guterres qui disait que la pandémie est un prétexte utilisé par certains États pour réprimer et abolir les libertés. Donc, Mo Ibrahim n'a fait qu'apporter de l'eau au moulin du secrétaire général de l'ONU. Et le constat est vrai. Dans beaucoup de pays africains, des dirigeants ont utilisé cette crise sanitaire comme un prétexte. Ils en ont même abusé. Parce que nous avons vu la période électorale sur, disons, le continent, dans beaucoup de pays. On a décrété des couvre-feux avant 19h, 20h. Vous devez déjà être chez vous. Et on a profité pour effectivement faire passer ces genres de lois, des lois qui sont antidémocratiques. Et M. Amoussou l'a dit, des manifestations qu'on a interdites, parce que, bon, il y a crise sanitaire. Alors que peut-être soi-même, on a été faire des tournées, on a fait campagne, ou bien des opposants à qui on interdit carrément de sortir. Donc, autant de choses, autant d'abus pendant cette crise sanitaire. On ne sait même pas si ils ont fini de nous sortir toutes les cartes. Alors, que la crise dure éternellement, ils devraient souhaiter... Mais ça fait bonne affaire pour tant que ça dure. Bien sûr, parce que c'est un prétexte qu'on utilise à fond pour faire, il l'a dit, pour faire passer des lois qu'on qualifierait d'iniques, qui ne riment pas avec la démocratie. Et on dit, bon, à cause de la crise, on décrète si on ne veut pas qu'il y ait un regroupement, vous-même vous l'avez dit, parce que peut-être
le Parlement veut travailler, le Parlement veut voter des lois. Donc voilà, c'est le schéma et c'est la trouvaille de beaucoup de dirigeants sur le continent. Adrien, le rapport dit qu'il y a quelques points positifs quand même hein, dans le domaine des infrastructures et du développement humain. On a bougé quand même. C'est ce que dit le rapport. Dans certains pays africains, on sent véritablement que sur le plan des infrastructures, sur le plan économique, et également relativement de façon, par rapport à l'assainissement des finances publiques, il y a quelques efforts, mais attention, cela ne saurait justifier le fait qu'on veuille embrigader les autres dans la liberté. Nous l'avons souvent dit, mais vous nous dites souvent, l'essentiel que les peuples, elles paient, mais non seulement vous devez œuvrer en tant que dirigeant pour que les peuples, elles le paient, mais aussi pour que leurs droits fondamentaux soient préservés, dont la liberté d'aller devenir, de dire ce que l'on pense, pour peu qu'on n'enfreigne pas les discussions légales. Il se fait que, on se dit que puisque on œuvre pour l'assainissement des finances, on œuvre pour que l'économie soit boostée, on œuvre pour que des infrastructures soient mises à disposition des populations, mais elles doivent simplement subir certains dictats. C'est ça qu'il est question. C'est des choses qu'il faut combattre parce que lorsque vous êtes élu dirigeant, c'est pour le bonheur du peuple et non pour l'asservir. Donc, lui tendre le pain tout en arrivant à l'asservir, vous compliquez non seulement l'existence, vous contredisez dans votre méthode, par rapport à votre méthode de gestion. Une démocratie où les gens ne trouvent pas manger n'en est pas une, dit toujours le même rapport. Absolument. Parce qu'il faut manger pour vivre, pour pouvoir passer sur ces infrastructures. Si vous réalisez des routes, vous réalisez de belles infrastructures, alors que votre peuple a faim, alors que peut-être vous réprimez tout le temps votre peuple, vous matez votre peuple, mais il restera qui pour passer sur ces belles infrastructures que vous construisez? Vous les réalisez à qui? Donc, moi je pense que ça va de pair. Si vous estimez que vous travaillez, si vous estimez que chez vous, le développement humain a le vent en poupe, ou bien que les infrastructures sont bien faites, il n'y a que le peuple pour apprécier. Et pour apprécier, je pense que, si le peuple n'a pas quelque chose à vous reprocher, il ne doit pas avoir de manifestation, il ne doit pas avoir de critique. Donc, je pense qu'il faut laisser le peuple s'exprimer à côté de ces belles infrastructures, à côté de cet indice du développement humain qui s'est amélioré chez vous. Je pense qu'il n'y a que le peuple pour apprécier. Et le peuple, c'est votre miroir. Ça doit être le miroir des dirigeants au quotidien. À que dit le peuple? Mais je dis que je travaille. Je dis que j'ai réalisé des infrastructures. Je dis que sur le plan économique, tout est rose. Les institutions, peut-être de Bretton Woods, ne font que m'applaudir. Voilà. Donc, mais que dit mon peuple? Est-ce que ce que je fais, est-ce que je dois me gargariser seul? Est-ce que je dois me satisfaire seul? Mais je dois écouter aussi l'autre partie, à qui je travaille. Donc, ou pour qui je travaille. Donc, le peuple, ça doit être le baromètre de tout dirigeant. Et non le mater, et non l'étouffer, et non le repousser jusqu'au dernier retranchement. Donc, si vous réalisez des infrastructures, de belles infrastructures, il faut laisser le peuple vous juger, il faut laisser le peuple circuler librement sur ces infrastructures-là aussi. Je pense que ça va de pair. Il faut également promouvoir la paix, dit la Fondation. Justement, paix. Mais il n'y a pas de démocratie qui puisse durer sans la paix. Et lorsque il n'y a pas le paix en cela, justement, que vous ne verrez pas pour que le palier de la ménagère, en fait, ait un contenu réel consistant qui satisfasse les populations, vous compromettez également la paix, justement. Et il n'y a pas que les fusils, la guerre, des bisbilles politiques qui compromettent la paix. Un peuple qui a faim, également, peut être enclin à manifester. Et vous savez bien que manifester, mais ce sera violemment. Et la violence, vous comprenez bien que la violence, forcément, fait dégénérer parfois, et la paix est compromise. Donc, les dirigeants, qui qu'ils soient, quelle que soit leur volonté, quels que soient leurs objectifs,
ils doivent pouvoir incorporer ces données-là, intégrer, j'allais dire, ces données-là à tout ce qu'ils tiennent à faire afin d'atteindre véritablement des objectifs qui satisfassent leur peuple. Il faut des médias indépendants. C'est ce que demande également cette fondation qui fait des propositions. Hein. Absolument. Après le constat. Je pense que c'est tout un ensemble, toute une chaîne. C'est que l'un ne va pas normalement sans l'autre, puisqu'on peut même mettre tout dans un package. Lorsque nous parlons de liberté, lorsque nous parlons de liberté d'expression, c'est déjà les médias que nous voyons. Donc, qui doit informer les populations? Il y a des radios privées dans tous les pays, non? Exactement. Il y a les radios privées. Donc, normalement, à côté, disons, des radios ou des médias de service public, il y a les privés. Donc, ça marche, non? Ça ne marche pas partout, M. Kassa. Nous voyons ce que Reporters sans frontières fait tous les ans. Et nous voyons effectivement, bon, même si on ne peut pas considérer Reporters sans frontières, nous voyons quand même la réalité dans beaucoup de pays. Vous voyez quoi, Jacques? Comment des journalistes sont interpellés, comment des journalistes sont embastillés, comment des médias sont fermés au quotidien. Donc tout ça, c'est un tableau qui ressemble à l'Afrique. Donc, oui, vous travaillez, mais en même temps, vous devez œuvrer à laisser au moins ou à respecter les droits élémentaires du citoyen, parce que il y a d'autres qui disent même que eux ils préfèrent avoir la liberté qu'avoir de l'argent. Donc la liberté n'a pas de prix. Le respect des droits fondamentaux, je pense que c'est capital et on doit se l'approprier, on doit intégrer ça à sa gouvernance. Donc, si nous voulons vraiment qu'au thème de notre mandat ou bien de notre bilan, que les populations nous applaudissent, c'est vrai, bon, beaucoup mettent ça de côté désormais, parce que, bon, les élections, peut-être, ne sont plus le baromètre qu'il faut, alors que normalement la période électorale doit être une période au cours de laquelle tout dirigeant doit s'auto-évaluer. Oui, que diront en toute transparence les populations de moi? Est-ce qu'effectivement, si je leur laisse la main libre, ils vont voter pour moi, synonyme de ce qu'ils sont satisfaits de ma gouvernance? Bon, beaucoup ayant compris préfèrent manigancer, préfèrent verrouiller, disons, certaines institutions ou bien par des lois pour que, bon, le peuple ne s'exprime pas comme il se doit. Or, normalement, à côté du développement, il doit avoir le respect des droits, il doit avoir la liberté, il doit avoir la liberté d'expression, il doit avoir, disons, la liberté au niveau des médias, parce que les médias, ce sont eux qui apprécient, qui informent, qui communiquent pour informer, pour passer le message selon lequel, ah oui, le gouvernement faire ci, le gouvernement faire ça, et en retour à, disons, la pensée ou l'expression du peuple. Ce que le peuple pense de votre gouvernance, c'est ça. Parce que le feedback, là, tout dirigeant doit pouvoir l'avoir. Et ça passe par les médias. Que ce soit médias sociaux ou médias traditionnels, je pense que ça va de pair. Et le monsieur est allé jusqu'à Mo Ibrahim, hein, je vais mettre à disposition ces fonds pour encourager les dirigeants à bien faire. Et pourtant... Ce ne devrait... Nous l'avons souvent dit ici. Beaucoup de milliards. Hein? Oui, oui, ce ne devrait même pas être là. Parce que si nous nous prenons vraiment au sérieux, sur le continent, Jacques l'a effleuré tantôt, pourquoi ne pas organiser des élections transparentes? Oui, on verrouille. Ce qu'on fait là, c'est opaque. En tout cas, toujours est-il... À quelle couleur? Toujours est-il que la plupart du temps, les élections qui ont été organisées ont été contestées. Parfois de bonne foi par les opposants. Vous en avez l'habitude sur le continent. Oui, justement. C'est ce qu'on peut vous dire, non? Mais il se fait qu'ayant compris cela en amont, certains vont déjà verrouiller le système. Ça se fait? Ah oui, c'est un... Dites-nous. Mais Jacques l'a dit, par des lois. Mais en positionnant même des membres d'institutions du contre-pouvoir, ou ceux-là qui, in fine, seront habilités à se prononcer par rapport aux résultats ou
à proclamer les résultats définitifs, mais la plupart des gens font tout pour que ceux-là soient déjà acquis à leur cause. En cela, justement, qu'on est surpris de constater que, parfois, les résultats sortis des urnes, lorsque ça leur échappe, les résultats sortis des urnes ne sont pas forcément ceux proclamés in fine par les institutions chargées de proclamer les résultats définitifs. Et qu'est-ce qui se passe dans les pays où on n'a pas pris les dispositions à temps pour verrouiller le système, pour mettre certaines lois qui vous interdisent de descendre dans la rue? Ceux-là qui l'ont oublié, on voit la population descendre dans la rue, mais qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est la baïonnette contre ces manifestants-là. Vous comprenez bien qu'on use la force du peuple contre le peuple. Jusqu'à quand, Jacques? Oui, jusqu'à quand? C'est le gros point d'interrogation qu'on peut se poser. Alors que, comme vous le soulignez si bien, on a mis tout en place pour qu'un chef d'État qui descend du pouvoir, qui a bien travaillé, regardez, à la suite de ce qu'il a perçu comme frais du contribuable, il a droit encore aux récompenses de Mo Ibrahim. Plusieurs millions de francs CFA, ou milliards même de francs CFA. Et pourtant, donc, moi, je pense qu'il semble que ce n'est plus une question d'argent qui préoccupe les gouvernants. C'est une question d'honneur, une question aussi de peur de descendre du pouvoir, peut-être pour ne pas subir, je sais pas, des représailles, parce que on fait tout, on veut mourir au pouvoir, on veut le conserver jusqu'à sa mort, pour peut-être ne pas subir ce qu'on a fait subir à d'autres. Sinon, comment il peut y avoir autant de milliards? Vous, déjà, vous-même, vous êtes payé. Il y a que parfois, on ne sait même pas le montant que vous gagnez. Mais vous faites tout ça au terme de 2, 3 ou N mandats. Et il y a ça qui vous attend par rapport à Mo Ibrahim. Mais il y a d'autres qui refusent de partir. Bon, c'est pourquoi moi, je n'hésite pas à saluer ou à applaudir ces dirigeants-là qui ont pu décrocher ce prix de cette fondation-là, qui quand même reste une fondation crédible encore dans le monde, très respectée, à cause de ceux qui constituent l'ossature, de ceux qui font partie, disons, de l'équipe de jury, ceux-là qui évaluent ces chefs d'État. Ils ont été aussi chefs d'État et ils sont descendus du pouvoir. Donc, ils sont bien placés pour évaluer leur père. Donc, bravo à Mo Ibrahim. Et profitons en même temps pour dire aux chefs d'État ou aux dirigeants en général, vraiment d'aller sur les traces de ceux-là qui ont déjà décroché ces prix-là. Il y a une vie après la présidence. N'est-ce pas? Et nous sommes au Niger avec le second extrait du numéro. Dans la nuit de vendredi à samedi, le domicile du président de l'Assemblée nationale a été attaqué par 2 individus sur une moto. Ils ont mitraillé les gardes, tuant l'un d'entre eux. Les voyous, ils aiment ce président-là, visiblement, Jacques. Ah oui, parce que ce n'est pas la première fois que son domicile a été attaqué. Pour la première fois, déjà, effectivement, il y a l'un des gardes qui est décédé. Cette fois-ci, c'est deux gardes. À cause d'un dirigeant qui lui en veut. Est-ce un coup isolé ou bien lié aux derniers événements politiques au Niger? C'est un point d'interrogation, c'est un questionnement. Le ministère de l'Intérieur a dit qu'il y a une commission d'enquête ou une enquête qui a été, disons, diligentée. Comme de coutume. Comme de coutume, pour faire la lumière, pour rattraper les auteurs ou présumés. Souhaitons que cette commission aille au bout et nous apporte effectivement des éléments pour constituer les responsabilités. Parce que quand ça se passe une fois et 2 fois, ça veut dire qu'il y a un souci. Et moi, je voudrais quand même m'aventurer sur des pistes d'analyse. Est-ce que ce n'est pas effectivement dû aux derniers événements? Parce que celui dont on parle, il a été à la présidentielle. Au premier tour, il a échoué. Il a reporté ses voix, où il a appelé à voter pour le candidat du pouvoir, Bazoum.
en contrepartie, et selon les promesses à lui faites, effectivement, il a obtenu la présidence du Parlement. Alors, c'était ça qu'on lui a promis. Bien sûr. Vous étiez là? Oui, selon les confidences. Donc, est-ce que ça ne participe pas? Est-ce que ce n'est pas une crise électorale mal réglée qui a des tentacules au domicile du président de l'Assemblée nationale? Moi, je suis en train de faire des conjectures ici, mais ça peut être ça aussi. C'est vrai que le Niger, depuis un certain nombre de mois, d'années, est un pays à risque en matière de violence, que ce soit au niveau des djihadistes ou bien à l'interne, au niveau des populations. Mais je pense que si par exemple on avait eu une élection transparente, on pourrait aller sur d'autres pistes. Cette situation intervient juste après une élection très contestée parce que il y a des opposants qui sont encore gardés. Il y a l'autre, Mahaman Ousmane, l'ancien président, qui ne s'est pas encore remis de cette situation. Vraiment, je ne sais même plus quoi dire, mais je parie que ça pourrait être lié à la crise parce qu'il y a beaucoup de mécontentement liés à cette élection. Et de deux pour Oumarou, peut-on le dire, Adrien? Oui, de deux, espérons qu'il n'y ait pas un troisième. En cela que les pistes mises en relief par Jacques ne sont pas à écarter. Se peut-il que ce soit des pistes plausibles. Mais attention, le dimanche, chez RFI, le chef de communication de ce président-là a dû botter en touche, carrément. Disons que certainement que c'est un véhicule, que ces bandits, ces hommes armés-là visaient un véhicule. Pour tout ça, mais non. Bon, vous savez, c'est également de la stratégie communicationnelle. Comment? Ah oui, pour détourner l'attention. Eh oui, pour détourner l'attention. Vivement que la commission d'enquête mise sur pied le clarifie davantage. Pour que les uns et les autres soient situés, parce que ça paraît trop beau et trop gros pour un véhicule seulement. Prendre ce risque-là, venir jusqu'au domicile de la deuxième personnalité d'une république, quand même, ces hommes ne sont pas sans savoir qu'il doit avoir une cadre républicaine devant quand même protéger la résidence de la deuxième personnalité du pays. Donc, le verre... à qui en veut-on, Adrien? Aux politiques ou aux citoyens? À qui en veut-on? Ah, forcément aux politiques, là. Non. Vraiment? Ah, vraiment, aux politiques. Bon, Jacques subodorait également le fait que la crise post-électorale ayant peut-être été mal gérée, bon, cela également peut justifier un certain nombre d'actes. Donc, la partie ne fait que commencer. Vivement que la commission d'enquête situe et on verra la suite. Après le président de la République, le président du Parlement, Jacques, le Niger terre des violences. Après le coup d'État manqué, le président du Parlement. On en veut au gros morceau dans ce pays. La deuxième personnalité, oui, on en veut au gros morceau. C'est en cela qu'il faut vraiment travailler. Là, je m'adresse aux dirigeants pour que tous les citoyens de tous bords se retrouvent dans votre gouvernance, dans votre façon de partager le pouvoir, oui, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est le mot. Oui, c'est le mot. Parce que bon, quand je dis, oui, je reporte mes voix sur tel au détriment de tel autre, c'est parce que j'ai des intérêts avec lui, avec celui... c'est pas une affaire de conviction. C'est pas une affaire de conviction, non. D'intérêt. Ce n'est pas une question de peuple, non. Ça, c'est moi d'abord. C'est moi, puisque la preuve, qui a obtenu le fauteuil de président du Parlement, c'est lui. Donc, est-ce que, dans ce report de voix, peut-être que ce sont ces militants même, les militants du président du Parlement qui ne sont pas d'accord avec lui et qui le manifestent de cette façon-là. Alors il faut l'éliminer. Qu'il faut condamner, d'ailleurs. Qu'il faut condamner, c'est le moment de le dire. Mais est-ce que
les gens n'ont pas pris de risque aussi pour lui entre-temps. Parce que lui, il est en haut, là-bas, il ne voit pas tout ce que... Il y a des gens qui ne prennent même pas un franc, mais qui ont des discussions houleuses avec, disons, des amis à cause des questions électorales. Et au finish, lui, il reste là-bas, il dit, je me rabats sur tel. Donc ça peut également fâcher. C'est pourquoi moi je dis, bon, après cette période électorale très mouvementée, il va falloir réussir à calmer tous les nerfs. Et ça passe aussi par le comportement que nous avons, surtout au niveau du Parlement. Il ne faudrait pas commencer à voter certaines lois qui peut-être contribueront à envenimer la situation. Le gouvernement est sans réaction jusqu'ici. Ah, ben, chacun dans son rôle. Hein. Chacun dans son rôle. Bon, la vie. On vous dira que... Bon, que le ministre de l'Intérieur ayant déjà apporté la garantie selon laquelle une commission d'enquête est mise sur pied. Un bon tiroir, ça. Ah bon, qu'il faut s'abstenir de tout commentaire qui pourrait être préjudiciable, mal enquête. Oh là là, ils ont le mot facile quand il s'agit de cette situation, des débuleuses en somme. Jacques, nous continuons en Algérie cette fois. Ce retrait est aussi, l'Algérie qui retire son accréditation à France 24, pour dire, ce retrait est aussi motivé par le non-respect des règles de la déontologie professionnelle, la désinformation et la manipulation, ainsi qu'une agressivité avérée à l'égard de l'Algérie. Bon, ça rejoint ce que nous peignons comme tableau tantôt. C'est la preuve que sur le continent, en matière de démocratie, en matière de liberté d'expression, il y a un problème. C'est vrai que dans beaucoup de pays, on accuse à tort ou à raison ces médias français de prendre souvent parti, de travailler souvent pour leur pays. Est-ce le cas? Vraiment, c'est possible ou c'est plausible. Mais est-ce que ça justifie ce que l'Algérie fait? Parce que si c'est peut-être un autre pays qui vraiment est un pays de démocratie, qui respecte la liberté d'expression, la liberté de presse, je pourrais comprendre. Mais l'Algérie n'est pas un bon élève. 146e sur 180, Reporters sans frontières, classement 2021, pratiquement la lanterne rouge. Et nous avons fait des débats ici. Comment des journalistes comme Drareni ont fait la prison, ont été jetés en prison parce que correspondant de TV5 Monde, médias français. Donc, moi je pense que ce retrait d'accréditation n'est peut-être que l'estocade portée à ce média, parce que en février ou mars dernier, on prévenait déjà. On prévenait déjà que c'est le dernier avertissement. Le ministre de la Communication prévenait déjà. C'est le dernier avertissement avant ce retrait d'accréditation. Est-ce que il est venu maintenant confirmer que France 24 était vraiment dans le viseur. Et puis en mars, c'était parce que France 24 a couvert une manifestation pro-démocratique. Donc, quand on met les choses bout à bout, moi je pense que bon, l'Algérie, moi je ne peux pas défendre le gouvernement algérien, même si je n'absous pas nos confrères de France 24. Il y a 1000 manières de régler ça. Ce n'est pas un retrait d'accréditation qui empêchera le peuple algérien d'être informé autrement de ce qui ne va pas dans le pays. Donc, moi, je pense qu'on pouvait gérer autrement cela que de fermer cet espace de liberté. Parce que ce faisant, vous ne permettez pas à d'autres Algériens d'avoir d'autres sons de cloche, de mieux apprécier votre gouvernance. Si on ne se reproche rien, je l'ai souvent dit, M. Kassa, laissez les gens critiquer. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Le peuple n'est plus dupe. Le peuple n'est plus con. Il sait apprécier le bon du faux.
Oui, je suis avec vous, Adrien. Non, ne tournons pas autour du pot. On donne des leçons à France 24. Non, aucune leçon à donner. Pas de déontologie. Non. Là, c'est moi qui botte en touche là. Jacques a su bien faire la démonstration. Ce petit que parfois, certains médias occidentaux prennent fait et cause pour leurs dirigeants, pour certaines personnalités dans des pays donnés. Mais le cas algérien, Jacques l'a dit, mais c'est Saint-Jean qui a montré à son curé, comme qui dirait. L'Algérie n'est pas un bon élève. Non, ils n'ont de soin de la personne. Ils sont gênés aux entournures, ou elles sont gênées aux entournures, ces autorités-là. Vous avez vu comment ça s'est passé, non? Le week-end dernier, législatif, si je ne me trompe. Oh là là, quel taux de participation. Ils s'en foutent, hein? Ah oui, justement. Voilà. Parce qu'on s'en fout, parce que des lois sont telles sur mesure. Et à la force. Non, de cesse de le dire. Tant qu'il y a l'arsenal juridique qui arrange le pouvoir, tant qu'il y a les forces de sécurité et de défense, oh là là, c'est fini ça. On peut brimer comme on l'entend. Donc, il faut chercher les raisons ailleurs. Donc, je ne pense pas. Et comme Jacques l'a si bien dit, ce n'est pas là le retrait d'accréditation qui empêche les Algériens d'être informés. Bien au contraire, ce faisant, on leur ouvre davantage les yeux, les oreilles, qui peut-être étaient bouchées pour certaines personnes en Algérie, quand même, permettront d'entendre davantage. Non, donc je ne pense pas. Le gouvernement algérien a raté le coche. Ces médias-là, les responsables africains y ont recours, les mêmes. Exactement. Qui blâment aujourd'hui, demain. Exactement. Le problème, c'est quoi, M. Kassan? Un opposant, peut-être algérien, va sur France 24 et critique, disons, sévèrement le gouvernement. Si le gouvernement n'est pas d'accord, le gouvernement peut répliquer. Le gouvernement peut chercher à aller dans les mêmes formes, répondre à cet opposant. Maintenant, où est le problème? Si on peut déjà vous accorder, ou les tests vous permettent même d'exercer ce droit-là. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt que ce n'est pas le retrait d'accréditation qui arrange les choses. Le gouvernement algérien pouvait chercher, s'il y a mal donne quelque part, s'il y a faute quelque part, à rétablir ou à corriger cette faute-là. Hostilité manifeste. Hostilité manifeste, non, ça ne veut rien dire. Moi, je pense que ce sont des mots pour... Et répéter. Oui, c'est comme si on était devant un tribunal, comme si on était devant un juge. C'est le gouvernement qui qualifie. Le gouvernement... qui est à la fois jugé parti. Celui qui qualifie, c'est celui-là qui retire l'agrément. On peut quand même dire, bon, pourquoi pas envoyer un écrit. Les gens vont diffuser, les gens vont lire ou bien vous demander de venir rétablir la vérité. C'est connu de tous et beaucoup de dirigeants ont compris aujourd'hui et le font. Quand un opposant, quand quelqu'un même de la société civile va dire des choses qui ne cadrent pas avec la réalité, en tout cas, le gouvernement va donner sa version des faits. Quitte au peuple d'apprécier les deux, de juger les deux. Qui dit la vérité? Les citoyens le savent. On ne peut plus cacher la lumière du soleil avec ces 5 doigts aujourd'hui. Autant les bouder totalement s'il y en a encore recours à ces médias-là. Bon, vous comprenez bien que c'est paradoxal. Et ils ont conscience de ce que, parfois, ils sont obligés eux-mêmes d'emprunter ces canaux-là. Il y en a chez eux, non? Ah, justement, qu'ils maîtrisent. Je dirais que c'est une hypocrisie, je dirais, politique. Ah oui, ce retrait d'accréditation, c'est une hypocrisie. Il ne faudrait pas qu'ils s'attendent forcément à ce que, bon, les responsables de France 24 aient fait profil bas, mais bien au contraire. Non, ils ont réagi, hein. Ils ont dit notre couverture de l'actualité algérienne se fait dans la transparence, l'indépendance et l'honnêteté. Justement, c'est ce dont il est question. Là, on ne dira pas que ce sont les puissances occidentales qui sont derrière, parce qu'ils ont tout fait de dire, ces dirigeants-là, parfois, France 24, c'est la France. Que ce sont les opposants ou les puissances occidentales qui sont derrière ces médias. Mais non. Mais au moment où ces médias essayaient de vanter leur qualité, ces médias mettaient en évidence les belles initiatives qui se prennent dans leur pays et ils ne trouvent pas à dire. C'est au moment où ces médias tiennent à faire montrer ce qui se passe dans la République, justement. Et les gens savent que jusque-là, les Algériens ne sont pas contents. C'est vrai, on me dira quand il y a eu élection ou quelqu'un d'autre a remplacé celui qui était pratiquement, excusez-moi, croulant, quand même, les Algériens
ne sont pas encore satisfaits. Et là, ils l'ont démontré en boycottant massivement les dernières législatives qui ont eu lieu la semaine dernière. France 24 dit, c'est ainsi que nous faisons partout. Le job, il est universel. Oui. On ne le fait pas autrement selon qu'on est en Algérie. Absolument, absolument. Surtout quand il s'agit de la politique à l'interne, au plan national, dans certains pays. Je pense que on sait quand même comment ça se passe à la veille des élections. On envoie des... Si on n'a pas de représentants, de correspondants dans le pays, on vient couvrir la période électorale. Maintenant, bon, si on ne se reproche rien, comme je l'ai dit, bon, on laisse normalement les gens couvrir comme il se doit les événements. Et quand on sent qu'on n'a pas dit la vérité ou bien que quelque chose cloche, on peut chercher à aller rétablir les faits ou à dire sa vérité. Mais, si nos dirigeants estiment que ces médias sont gênants, c'est le moment aussi de créer les conditions pour que les médias nationaux, c'est-à-dire les médias au niveau des pays, soient aussi forts comme les France 24, TV5, justement, et puissent émettre pour que le monde entier les voit comme ces médias-là. Mais pourquoi on ne veut pas créer les conditions dans les pays? Pourquoi on ne veut pas offrir les conditions aux journalistes? Parce que ce que font ces journalistes-là, ce n'est pas aussi extraordinaire. Nous avons les mêmes têtes, nous allons dans les mêmes écoles, nous faisons former. Donc, que nos dirigeants créent les conditions à leurs médias, qu'ils renforcent, qu'ils donnent les moyens aux médias, au pays, et non pour que ces médias servent seulement à leur propagande. Nous allons continuer avec ce communiqué de la présidence de la Zambie. Le président zambien il fait un malaise lors d'une cérémonie. Et le communiqué dit que le président a été pris de soudain vertige cet après-midi. Oui, l'autre parlera d'euphémisme en fait, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est le président de la République. C'est à peine qu'il n'est pas le bon Dieu de la République. Bon, fort heureusement, il n'y a que Dieu tout-puissant. Qui soit Dieu. Qui est Dieu. Non, chacun dans son rôle là également. La communication... à son effet ou ses effets. Bon, le porte-parole ne peut que se pourfendre de se communiquer. Toujours est-il que le président est pris de malaise, est candidat à sa propre succession, parce que entre-temps, on devait l'éjecter, on devait rejeter la candidature, mais une institution est intervenue pour le rétablir. Elle a le droit de se porter candidat. Bon, vous comprenez bien qu'on ne veuille pas tout dire sur son tableau clinique, parce qu'à vouloir tout dévoiler là, bon, ce petit... On le fragilise, c'est ça? On le fragiliser. Elle est humaine. Mais à moins que dans ce pays-là, on ne tienne pas compte de la fiche sanitaire, du tableau clinique, pour quand même apprécier certaines candidatures. Où en tient-on compte? Bon, on vous dira qu'on vous rétorquera que dans certains pays africains, la visite médicale, elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, lisez entre les lignes si vous le pouvez. En 2015 déjà, le monsieur était malade. Exactement. Jacques. Exactement, en 2015. Donc disons, et de deux. C'est la preuve que normalement il se sait malade. Il se sait malade. Très bien. Il se sait malade. Et 64 ans, c'est vrai, c'est peu, mais la maladie, normalement, ne rime pas forcément avec l'âge. Lorsque vous n'en pouvez plus, il vaut mieux se ménager, il vaut mieux laisser, il vaut mieux prendre sa retraite. De sa position, en tant que numéro 1 des Zambiens, normalement, il doit avoir une équipe médicale qui le suive tous les jours. Comment cela s'est passé? Est-ce que les médecins lui ont donné des conseils qu'il n'a pas suivis? Ou est-ce qu'il s'accroche? Je pense que c'est vrai qu'il est candidat à sa propre succession pour les élections en août prochain. Moi, si j'étais lui, je vais évaluer ce qui m'arrive depuis 2015. Ça veut dire que ça ne va pas depuis au moins 6 ans. Est-ce qu'il pourra continuer? Mais vous allez voir, on va valider sa candidature encore. Parce que ce sont ces mêmes médecins qui vont valider sa candidature, qui vont, établir sa fiche médicale
qu'il ira peut-être remettre à la Cour constitutionnelle ou au Conseil constitutionnel de son pays, et on va dire qu'il est bien portant, qu'il peut continuer l'œuvre, alors que ça fait 2 signes de malaise à des cérémonies officielles. J'aurais aimé qu'il se retire un peu plus tôt que de mourir au pouvoir comme notre président tanzanien Magufuli. Donc je ne sais pas si les dirigeants aussi ne s'informent pas ou ne voient pas ce qui se passe autour d'eux pour que à leur niveau ça fasse, disons, un titre dans leur tête pour qu'ils se disent, si ça arrive à l'autre, c'est que ça peut m'arriver aussi. Mais il se ment là, lui-même, non, Adrien? Je suis souffrant, ça ne va pas, j'insiste. Voilà. Mais plus que se mentir, c'est se faire harakiri pour que mort s'en suive. Et comme Jacques le dit si bien, Jacques se pose la question de savoir s'il ne s'informe pas. Mais non, la Tanzanie n'est pas loin de la Zambie, là. Mais il a dû être informé quand même. S'il ne l'a pas suivi, il a dû être informé de ce qui est arrivé à son collègue il y a quelques mois. Donc, pour savoir prendre la bonne décision qui vaille. Et la bonne décision, c'est de se retirer. Vous avez vu, l'Euro suit son cours là. Il y a pratiquement une semaine, non, il y a un joueur qui a eu un malaise, un arrêt cardiaque, mais peu s'en fallait. Aujourd'hui, son équipe a match, mais il pourra peut-être aligner. C'est si sage. Il va suivre le match comme tous les autres grâce à son poste téléviseur. Bon, vous savez bien. Parce que certainement. On a 25 ans, mais on dit qu'on a 17 ans. Justement, ils veulent bien partir, mais c'est douillet. Le fauteuil est douillet, c'est douillet. Les avantages. Ils sont nés avec. Ils ne sont pas nés avec, mais. C'est pour leur père. Mais ce n'est pas pour leur père, ce n'est pas la palmeraie ou la cocotteraie de leurs parents. Mais une fois qu'ils accèdent à ce fauteuil, ils s'accrochent. Ils ne veulent pas partir. Il y a les honneurs, les privilèges, les avantages, autant de choses. Et maintenant. Au pire des cas, on craint qu'on subisse des représailles. Ça ne manque pas parce que, c'est tellement qu'il y a des casseroles qu'on ne veut pas permettre à ceux qui vont venir aux successeurs de découvrir. Mais jusqu'à quand on essaiera de les cacher, à moins qu'on ne prépare la relève. Je vous ai dit que depuis quelque temps, ceux-là qui sont les successeurs désignés, mais avec le temps, ils leur font de petits coups et les voilà retournés en prison ou bien devant les tribunaux. On doit commencer à juger ces médecins-là qui délivrent ces certificats, non? Bien sûr. Parce que, normalement, c'est vrai, on dira que il n'a pas droit, qu'ils n'ont pas droit de révéler ou de publier les fiches cliniques. Mais ils émettent un avis défavorable, c'est tout ce qu'on leur demande, sans détail. Peut-être qu'eux, ils l'ont fait, mais l'autre force, il insiste. Vous avez vu, on a dit qu'il s'est immédiatement rétabli. Immédiatement. Il s'est immédiatement rétabli. Mais s'il s'est rétabli, est-ce que c'est sous l'effet d'un calmant? Est-ce qu'il est guéri complètement? Parce que le mal est là. Oui. Le mal est là et ça revient, c'est de façon cyclique. Donc, si lui, on lui sait ça déjà et il prétexte de ce qu'il est déjà rétabli et qu'il peut poursuivre l'œuvre et puis qu'il peut continuer, mais là, c'est sa santé après tout. Je pense que peut-être que les médecins ont fait leur travail et que c'est lui qui force. Mais sur le plan de la visite médicale qui précède les candidatures pour la présidentielle, là encore, peut-être que les médecins vous diront qu'ils sont sous serment. Ce sont des agents assermentés. Est-ce qu'il faut qu'il quitte d'abord le pays pour aller dire il se sait souffrant, je le lui ai dit. Comment ils peuvent le dire? C'est là, c'est délicat, M. Kassa. Peut-être qu'ils auraient bien voulu le dire publiquement, mais ils sont pris par le serment, parce qu'on dit que l'agent public ne doit pas faire des déclarations à l'emporte-pièce aussi, parce qu'il est sous serment. Merci, nous passons au Mali, pas chez Goïta cette fois, Adrien, tranquille. Armand Niang, 69 ans, a largement ignoré l'agression de femmes pendant une douzaine d'années, entre 1999 et 2011, lorsqu'il a d'abord été président de la Fédération malienne de basketball, puis ministre des Sports du pays. Et on a fait tout ça sous les yeux. Je dirais que c'est le cas malien qui est révélé. Oh là là, à côté de ce cas, il y a plein d'autres, dans d'autres pays également. C'est mondial, c'est ça? Je ne dis pas que c'est mondial, mais tout est-il
que si on devrait interroger ces jeunes filles ou dames-là qui sont dans le milieu sportif, elles en subissent. Elles en subissent et vous en entendrez. Ah oui. Parce que, voilà, les tout-puissants entraîneurs, membres de l'encadrement technique, président, ainsi de suite, qui découvrent de belles créatures qui pratiquent certaines disciplines. On pratique à l'air libre, non, devant tout le monde, non? Mais justement, mais... Ce n'est jamais dans une chambre qu'on fait ce sport-là. Il se fait que lors des séances d'entraînement, il y a certains spectateurs qui ont d'autres choses derrière la tête. Et ils viennent pour votre objectif, vous ne savez pas. Et après, c'est la prêche qu'on met. Soit on peut demander à l'entraîneur de ne pas classer telle si elle ne cède pas suite aux avances. Il y a plein de choses. Je suivais Malin la dernière fois qui disait on lui reproche le fait qu'en son temps, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas montés au créneau pour dénoncer. Il dit que nous sommes en Afrique, que cela peut créer des problèmes dans le ménage à ces femmes-là, parce qu'entre-temps, elles sont déjà sont devenues des dames et des femmes. Certainement, qu'elles ont déjà eu un mari, contracté mariage, des enfants, et puis sortir dire ce genre de choses. Vous comprenez bien ce que ça peut créer avec toute la mentalité. Donc, certainement que cette situation fâcheuse qui rattrape cette puissante autorité, certainement qu'elle donnera à réfléchir à d'autres dirigeants dans le milieu sportif là, sur le continent, parce qu'il y en a véritablement. On a fait ça pendant 12 ans. Oui, mais il faut quand même dire que l'enquête ne l'a pas... Pas lui-même, il n'est pas les actes, mais sous ses yeux, il le sait, il n'a pas réagi en tant que responsable. Il a été complice. Qu'il serait complice. Sa responsabilité morale est engagée. Exactement. Mais il a botté ça en touche. Oui. Mais ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il s'est retiré momentanément et il a même pris l'engagement de collaborer. C'est noble. C'est noble. Il pouvait s'accrocher parce qu'il a une grande compétition qui l'attend, les JO de Tokyo. Et pourtant il dit, je me retire pour que vous fassiez la lumière, que c'est exemplaire. Un comportement que tout dirigeant doit avoir. Moi, la question que je me pose tout de suite, M. Kassan, pourquoi c'est maintenant qu'on vient faire de telles révélations? Depuis qu'il a été président de la fédération au Mali, il a été ministre, il a été président de la Confédération africaine avant d'aller au plan international. Et c'est maintenant à l'international qu'on sort de ces dossiers. Vous savez que dans le milieu du football aussi, ce n'est pas loin du milieu politique. Là-bas, c'est même plus politisé qu'au niveau politique même. Du milieu du basket. Ici, c'est le basket. Oui, c'est le basket. C'est le sport, vous voulez dire. C'est le sport en général. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui veulent le fauteuil? Certainement. C'est possible. Donc, faisons peut-être attention parce que cette enquête peut-être arrange d'autres qui vont se saisir pour dire oui, il faut y aller parce que si on le condamne maintenant, surtout que c'est président international, un noir, un malien. Donc moi, je prends ça avec pincette, même si je n'approuve pas si c'était vrai ce dossier-là, s'il avait été vraiment complice, si sa responsabilité morale est engagée, là il a failli, il pouvait taper... Mais les filles l'ont certifié, il n'est pas consommateur de ce produit, mais il est au courant. Oui. Sans réaction. Tout ça se sait devant une justice ou bien devant un tribunal. Tout le monde peut venir dire oui, M. Kassa, c'est tel homme ou bien il est de tel... Voilà, tout le monde peut venir faire ce genre de déclaration. Tant que la justice n'a pas connu de cette affaire, moi, je prends ça avec beaucoup de pincettes. Avec beaucoup de pincettes, hein. Je me méfie parce que nous sommes dans le domaine du sport qui n'est pas loin également du milieu politique. Tout est possible. Tout est possible parce que il a été élu en 2019 hein, et en 2019
23, il doit remettre en jeu son titre. Est-ce qu'il n'y a pas des velléités? Est-ce que d'autres ne veulent pas le fauteuil? Est-ce que d'autres ne lognent pas ce fauteuil-là? Donc, tellement il y a d'enjeux que moi, je me méfie. Même s'il faut condamner, il faut déplorer ou décourager ceux-là qui sont complices ou auteurs de ces genres de pratiques. Parce que des filles que vous avez sélectionnées, que vous mettez en campement, que vous entraînez, normalement, même si vous ne prêtez pas serment officiellement, vous devez savoir que nous devons tout faire pour qu'elles jouent normalement, pas en faisant du favoritisme contre des séances de jambes en l'air. Voilà. C'est comme l'élève que vous encadrez, Adrien. Qu'est-ce qui peut vous amener à faire ça? Justement, vous devez laisser de côté votre perversité pour que véritablement vous occupiez de cet enfant. Vous pourriez être son père. Assurément. Donc, lorsque nous venons au cas là qui est pendant, Jacques, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est vrai, à l'occasion de ces grandes compétitions, ou à l'occasion des renouvellements des instances dirigeantes, vous n'êtes pas sans savoir que c'est de bonne guerre. Absolument. Et vivement que l'enquête aboutisse, parce que là, il pourrait y avoir des rebondissements. Ouais. Et ceux-là qui croyaient dénoncer pourraient être également rattrapés, ou se faire rattraper également par des dossiers. Et la fédération a dit désormais c'est tolérance zéro. Justement, donc il va falloir désormais que les gens soient plus regardants par rapport à ces choses, parce que dans de nombreux pays africains, ça se passe. Oui, ça se passe dans de nombreux pays africains, au point où même il y a des associations ou des organisations féministes qui ne pourraient pas prendre l'initiative pour décourager ces genres de pratiques. Mais ce n'est pas facile. Il va falloir également que la justice les y aide. Mais une justice véritablement indépendante. Nous sommes au sommet Poutine-Biden et là, je vous donne cette... Ça vous fait rire déjà, hein, Jacques? Alors, cet homme, c'est Poutine qui parle, hein? Cet homme savait qu'il violait la loi en vigueur en Russie. En toute connaissance de cause, ignorant la loi, il est allé se faire soigner à l'étranger. Il a fait ce qu'il voulait et il a fait en toute conscience pour être arrêté. Il n'a pas cité le nom même. C'est Navalny. Il ne veut même pas. Il ne veut pas entendre, il ne veut pas le prononcer, surtout pas ça. Il parle de son opposant Navalny. Irréductible. Oui, l'irréductible. Non, c'est vrai que Poutine ne parle pas comme ça, mais quand il intervient, il n'y va pas souvent de main morte. il est un peu dur. Je comprends que, oui, normalement, quand la justice vous condamne, même si c'est avec sursis, attention, on a défini des principes à respecter. Mais voilà que le jeune dont il s'agit, Navalny, il a quand même été empoisonné, ça a été certifié. Il a été obligé d'aller se faire soigner en Allemagne. Est-ce qu'il fallait rester en Russie encore où les conditions ne sont pas réunies? Parce que ce dernier soupçonne Kremlin d'être derrière ce coup. Est-ce qu'il était vraiment en sécurité? Normalement, si le pouvoir russe voulait avoir la conscience dégagée, c'est le gouvernement même qui devait ordonner son évacuation. Bon, on a menacé que quand il foulera le sol russe, on va l'embastiller. Effectivement, ça s'est passé. Je pense que, bon, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait la démocratie là-bas, mais on peut quand même voir les conditions de détention de ce dernier. Tel qu'il parle, c'est la preuve qu'il ne veut rien lâcher. Et il s'immisce même dans une affaire qui concerne la justice. C'est la preuve que la justice... C'est son affaire. C'est son affaire, voilà. Exactement. Oui. Je suis avec vous. Mais la justice ne peut qu'être à son image pour parler un peu de démocratie. Aucune démocratie. Quelle est cette loi-là? Il y allait, il a vu un peu. Oui, vous êtes resté à Cotonou. Vous n'avez rien vu. Au nom de quelle loi, de quel principe dites-vous malade et empoisonné, comateux, un homme politique qui plus est, un opposant, vous voulez l'empêcher d'aller se faire soigner ailleurs. Mais quand même, dans certains pays, même sous nos tropiques là, je parle de l'Afrique,
oh là là là, pourquoi est-ce que au monde bobo, certains dirigeants vont se faire soigner dans les pays d'à côté ou bien carrément et ils retournent à l'Occident pour se faire soigner. Bon, vous comprenez bien hein, il faut bien que le président Poutine sache qu'il y a des airs qui sont révolus et que la dictature, on saurait quand même y tenir jusqu'à l'extrême. En cela qu'il s'agit de la santé humaine. Les droits élémentaires et fondamentaux de l'homme sont encore bafoués. Les opposants en Russie n'ont leur place qu'en prison. Et justement, certains pays africains... aussi non, certains pays africains, c'est la trouvaille également. Hein. Puis, oui, au nom de la démocratie, nous avons des lois. Et on vous les fait appliquer, quoi. Et vous vous retrouvez en prison ou devant les juridictions, comme on dit, compétentes. Et après, on a beau rôle de dire que non, ce n'est pas nous qui vous avons condamné. Ce sont les tests la République. La justice a fait son travail et qu'il y a séparation des pouvoirs. Rôle de séparation de pouvoir. Mais un peu de justice quand même. Un peu de justice parce que l'opposant d'aujourd'hui peut devenir dirigeant ou chef d'État demain. Et il sait qu'il est là à vie. Hein. Oui, mais n'empêche, parce que Poutine et Navalny n'ont pas le même âge aujourd'hui. C'est ça. Donc, pour Poutine... Il dit après sa mort, Navalny peut venir. Non, même si Navalny, au pire des cas, mourrait, oh là là, il y aura d'autres. Il y a d'autres qui vont prendre la relève et cela peut prendre le pouvoir facilement. Biden est préoccupé, il dit attention, hein, parce que ce gars-là meurt. Justement, il lui a dit droit dans les yeux. Déjà là, Poutine fait de Navalny déjà presque un héros. Parce que, de par le monde, jusqu'à ce que cette grande puissance occidentale qui le fait un peu trembler quand même, hein, voilà, parce que si ce n'était pas Biden, si ce n'était pas les États-Unis d'Amérique, Poutine n'irait pas à cette rencontre-là. Hein. C'est parce que, justement, il faut bien quand même qu'il entende raison à un moment donné. C'est vrai que, bon, chacun est resté un peu campé sur sa position, mais il fallait quand même lui faire comprendre qu'il n'est pas le seul puissant sur Terre. Jacques. Oui, mais jusqu'où ira Biden? Parce qu'il s'agit là de Poutine, hein? Poutine qui ne recule devant rien. De toutes les façons, ce sont deux gentlemen qui se toisent là. Doit-on se moquer de la vie d'un être humain comme ça, parce qu'on a le pouvoir? On a tout le temps répété ici. Malheureusement, c'est que quand les dirigeants sont au pouvoir, ils pensent qu'ils ont toute la puissance, que ce soit économique, que ce soit, disons, l'armée militaire. Ils ont tout en main. Donc, le pouvoir, comme l'a dit M. Amoussou, n'est pas éternel et c'est connu de tous. Je pense qu'il faut que Poutine ne serait-ce que revoir les conditions. Moi, je plaide pour ça, pour les conditions de détention de ce jeune-là, parce que vraiment, la roue tourne. Alors, il dit, ne venez pas nous dire comment nous comporter en Russie. C'est ce qu'il lui dit. Au nom de certains principes des droits de l'homme, oui, on peut quand même l'interpeller sur certaines situations. Oui, même s'il est tout puissant en Russie, on peut l'interpeller. Et on doit l'interpeller, surtout lorsqu'il s'agit de ces cas-là. Et au-delà de Navalny, il y a d'autres prisonniers dont on ne parle pas, qui subissent, vraiment, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils subissent dans les geôles en Russie. Il va falloir quand même qu'on interpelle leur conscience. Oui. Parce que l'autre parle. C'est tout simple. C'est ça. Sans armes. Mais parce que ça dérange. Parce qu'en fait, ce qu'on ne veut pas... Parlez-vous aussi? Mais non. Il y en a qui sont éloquents, hein? Ça dérange. Ils veulent parler, se défendre. Et là, nous avons coutume de dire, bon, que certains craignent l'après-pouvoir. Mais Poutine a aussi conscience de ce que, en quittant le pouvoir, si celui qui va le prendre n'est pas de son bord, il a des problèmes. Cela va le jeter en prison. Il n'y a rien à faire, il n'y aura rien à faire. Donc, justement, gouverner, c'est faire également preuve de sagesse. Et pour qu'il n'y ait pas beaucoup de Navalny, on préfère rapidement étouffer dans l'œuf ce Navalny titulaire. Merci à vous, Jacques. Merci à Adrien. Madame, monsieur, merci et bonne suite de nos programmes.